Evelyne, merci de me solliciter parce qu'en fait, Claude m'a demandé de dire un mot sur la précarité étudiante, mais je ne suis pas d'abord le plus légitime pour en parler. En fait, je ne peux que relater de manière factuelle ce qui se passe actuellement dans l'université. Euh, il se trouve que, bon, en fait, on sait que le gouvernement a mis en place des dispositifs récemment d'appui aux étudiants qui sont en détresse aujourd'hui, puisque depuis un an, les universités sont fermées, qu'il est non seulement impossible d'y faire cours, de maintenir des activités de recherche en présentiel, et pour un certain nombre d'étudiants, simplement d'avoir accès à des salles de travail dans les universités, ce qui est partiellement le cas à l'école des hautes études en sciences sociales. Et alors, en fait, la principale mesure ou les principales annonces qui ont été faites par le gouvernement portent sur le constat qu'il y a aujourd'hui un malaise et un malaise psychique chez les étudiants qui ont perdu foi en l'avenir, enfin, une espèce de désespérance, et qui se traduit dans les chiffres par effectivement, ou en tout cas pas dans les chiffres parce que je n'ai pas de données chiffrées sur cette question-là, mais en tout cas par une multiplication des cas de suicide ou de tentatives de suicide. Et donc, en réponse à cela, ce que l'on voit, c'est que les établissements de l'enseignement supérieur mettent eux-mêmes en place des cellules d'accompagnement des étudiants qui sont fondées sur la mise en place en fait, d'enquêtes auprès des étudiants réalisées par les établissements eux-mêmes et qui, de manière un peu curieusement systématique, j'ai envie de dire, conclut sur le fait que le principal appui que l'on puisse apporter aux étudiants aujourd'hui, eh bien, c'est des cellules d'accompagnement, voire des cellules d'orientation vers des services psychiques, ce que faisait, enfin, d'aide psychologique, ce que faisait au fond la médecine préventive dans le temps dans les universités, si ce n'est que cette médecine préventive a totalement disparu du paysage universitaire. Alors, il se trouve qu'à l'école d'études en sciences sociales, on a un groupe d'étudiants mobilisés depuis de longues années qui dispose d'un local qui s'appelle La Brèche et que ces derniers temps, en lien avec, la présidence de l'université, la demande des étudiants était de pouvoir trouver un espace où rompre l'isolement et pouvoir se réunir. Et, et donc un projet avait été construit par les étudiants et en essayant de répondre à justement non pas seulement à la détresse psychique, mais aussi à la détresse matérielle. Pour ceux qui vivent à Paris, ils ont peut-être vu les queues d'étudiants devant les Crous ou devant les banques alimentaires. On est sur des files de 200-300 mètres quelquefois, ce qui est totalement aberrant, enfin pas aberrant, hallucinant. Donc ces étudiants avaient co-construit, on va dire, avec la présidence de l'EHESS, ou en tout cas avec des représentants du bureau, un projet d'épicerie sociale et solidaire qui devait être doté d'un budget de 5 000 euros par l'école des études en sciences sociales et qui devait permettre aux étudiants les plus démunis de bénéficier d'une alimentation et autant que faire se peut d'une alimentation saine et pas des rebuts de l'industrie agroalimentaire. Donc il y a un projet qui a été travaillé qui soudainement fait des injonctions contradictoires du ministère et de l'incapacité des autorités universitaires, en l'occurrence la présidence de l'EHESS, à tenir une position cohérente sur la place des étudiants, mais aussi une politique où actuellement, au fond, ce que l'on voit apparaître, c'est une université d'où les personnels sont absents, sauf les IATOS qui font fonctionner la machine administrative et les services informatiques, mais les enseignants, les chercheurs, les étudiants n'ont pas grosso modo droit de citer, sauf de manière dérogatoire dans les établissements. Et on voit
dans pas mal d'établissements, en fait, s'installer. Moi, j'ai appelé ça une forme de gouvernance par le vide, mais qui, en fait, interroge sur le devenir de l'université. Et ça rejoint un petit peu, d'ailleurs, le questionnement que portait Patrick Singolani sur le fait que derrière, moi, je suis à peu près convaincu que derrière la crise du Covid, mais aussi tous les outils qu'on a de gestion des enseignements à distance, en distanciel, mais qui s'accompagnent aussi d'outils de gestion administrative des étudiants que nous acceptons, d'abord que nous acceptons, puis que nous acceptons en présentiel ou en distanciel, et qui sont mis en place à travers un logiciel inspiré de Parcoursup, eh bien, sont en train progressivement d'instiller dans l'université comment dirais-je, une forme de séquençage de la connaissance, comme il y a eu un séquençage du vivant, ce qui fait que nous, les enseignants, on se retrouve devant effectivement des écrans avec des publics fantômes. Mais la question par rapport à la précarité n'est pas là. Ce que je veux dire, ce que je veux souligner, donc à travers l'exemple de l'EHESS et de la Brèche, c'est que donc la présidence changeant de cap, soudainement, les étudiants ont décidé d'une occupation de leur local, qui est un local qui avait été acquis de haute lutte depuis quelques années, pour mettre en place un projet, leur projet d'épicerie sociale et solidaire, mais aussi un espace où ils puissent se rencontrer et éventuellement travailler, voire mettre en place, puisque on peut le faire, ce qu'ils appellent une cantine solidaire qui serait destinée aux étudiants. La réaction de l'EHESS a été immédiate. Elle s'est abritée derrière les mesures de l'état d'urgence sanitaire pour, dans un premier temps, refuser l'intervention de la BAC, des brigades anticriminalité, mais pour laisser intervenir au fond le lendemain matin, avec l'accord de la présidence de l'EHESS, les forces de police qui ont donc délogé 15 étudiants qui étaient nassés, mais la présidence nous dit qu'en fait, ils s'étaient auto-séquestrés dans le bâtiment. Alors, en fait, qu'est-ce que ça pose comme question, cette situation? Parce que moi, je débat beaucoup avec les étudiants. Il se trouve que je vais tous les jours à mon bureau et que j'ai une vingtaine de doctorants qui ont une salle de doctorants qu'ils occupent avec les règles de la distanciation sociale à côté de moi, et que donc je les pouponne depuis plusieurs mois. La première chose que disent les étudiants, c'est que la réalité, certes, il y a des besoins en termes d'appui psychologique, mais le problème numéro un, c'est la question des besoins matériels. Or, que se passe-t-il pour les masterants et les doctorants? Dans nos laboratoires, depuis des mois, le gouvernement annonce mettre sur la table des dispositifs d'appui aux étudiants dans les universités. Or, nous ne voyons arriver dans les laboratoires que des crédits qui sont des crédits de fonctionnement et jamais du salaire. Et jamais du salaire. Or, le problème, il est bien là, c'est que la plupart de nos étudiants qui sont non contractuels, c'est-à-dire qui n'ont pas de contrat de doctorat, etc., dépendaient, et Patrick l'a souligné, de petits contrats pour survivre et mener leurs études en même temps. Or, tous ces contrats ont totalement disparu, et donc on a toute une partie de la population étudiante qui se trouve purement et simplement sans ressources, c'est-à-dire à zéro. On n'est pas à 400, on n'est pas à 300, on est à zéro. Donc il y a urgence effectivement à pouvoir penser cette question vraiment de la survie matérielle, c'est même plus des étudiants, mais d'une catégorie de la population française qui se retrouve totalement démunie. Dans une école comme l'école des études en sciences sociales, la question est particulièrement cruciale. Il se trouve que moi, je suis plutôt au départ africaniste et que donc j'ai tout un lot d'étudiants africains qui, pour certains, sont financés ou ont des petits financements. Le fait d'être inscrit à l'EHESS cette année, d'avoir payé ses droits d'inscription, ne permet pas nécessairement un renouvellement automatique des titres de séjour.
Et donc, on a des étudiants qui aujourd'hui ont 0 sur le compte depuis 3 mois, depuis 4 mois, depuis 5 mois, et qui se retrouvent d'abord dans une situation de blocage parce que les préfectures ont été fermées pendant un bout de temps. Et aujourd'hui, les préfectures, alors que l'emploi étudiant n'a pas repris et que donc ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, les menacent d'expulsion. J'ai 3 cas, moi, clairement. Voilà. Donc, la question se pose de manière encore plus violente pour les étudiants extra-communautaires qui font des études en France. Et ça va tout à fait dans le sens, au fond, de ce que veut le gouvernement Macron. Il faut savoir que Campus France a proposé dernièrement aux universités de répondre à un appel à projet qui permettrait de dupliquer des établissements comme l'école des études ou Sciences Po ou n'importe quelle université et de créer des antennes à l'étranger pour ne pas avoir à gérer les étudiants extracommunautaires. C'est-à-dire ne pas les faire venir, mais les former directement là-bas sur place. L'école des études s'est refusée à jouer le jeu, mais par contre, des institutions comme Sciences Po et d'autres jouent le jeu et donc créent des antennes et de la sorte non plus à gérer la problématique des étudiants étrangers. Benoît, il faut peut-être que tu fasses court, excuse-moi. Dernier point très court, je suis déjà trop long, excusez-moi, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, ce discours humaniste qui consiste à dire on va accompagner les étudiants sur un plan psychologique n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, dans la logique néolibérale, on sait très bien que la psychologie, elle sert d'abord à faire porter la responsabilité de ce qui arrive à la victime à sa propre responsabilité. Et c'est toujours la victime qui endosse des actes. Or, le problème, ce qu'ont voulu faire les étudiants en occupant et en voulant monter la brèche, remonter cette cantine solidaire et cette épicerie, c'est donner du sens. Et le sens, c'est la construction de projets collectifs. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément directement en lien avec leurs études, mais en tout cas, c'est rompre avec cet isolement et cette logique d'isolement dans laquelle aussi enferment les dispositifs d'appui psychologique. Le sens, aujourd'hui, il doit venir du collectif et de notre capacité à reconstruire du collectif avec les étudiants. Donc, pour le moment, je terminerai là-dessus. On y réfléchit, mais et on y réfléchit en essayant de voir comment on peut créer du sens collectif en travaillant la question des besoins matériels des étudiants, parce que c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Et c'est effectivement, je ne sais plus, je pense que c'est Monique ou peut-être Patrick Sangolani qui le soulignait, mais aujourd'hui, c'est la bouffe, c'est les loyers pour bon nombre d'étudiants. C'est des étudiants qui tout simplement abandonnent. Moi, j'ai une étudiante qui est brillante. Elle m'a annoncé la semaine dernière qu'elle avait vu son psychologue et elle se mettait 3 semaines en retrait pour réfléchir à ce qu'elle faisait. Voilà. Donc, c'est y compris des gens qu'on a commencé à former qui peuvent être brillants et qui aujourd'hui abandonnent parce qu'en fait, ils n'ont pas la capacité à se projeter sur le futur. Et alors, je dirais, le dernier point, en fait, cette capacité à reconstruire du sens collectif, moi, il me semble que précisément, il faut aussi la réfléchir dans une manière de construire du sens qui ne soit pas orientée vers un futur qui est nécessairement, dans le contexte actuel, anxiogène, quoi. Je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui un des problèmes qu'on a, c'est que dès lors qu'on pense la question du politique, on oublie un petit peu le sens de l'histoire et en fait, on essaie, l'agir politique se définit à l'horizon du futur. Or, le problème, c'est que ce futur, il est anxiogène, quoi. Et donc, il mine toute possibilité peut-être de reconstruire quelque chose d'alternatif ou pour aller ailleurs. Voilà, excusez-moi d'avoir été trop long, mais j'ai essayé de résumer un petit peu la situation. Merci beaucoup, Benoît. Merci.